Je pense sincèrement que les gens en ont conscience du fait qu'ils doivent investir. Par contre, il y a toujours un petit blocage, il y a toujours une peur des gens sur les sujets d'argent. Et en fait, cette peur, elle entraîne une sorte de paralysie qui fait que tu vas pas passer le pas. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Charbon. Aujourd'hui, à mes côtés, je reçois Vincent Grard qui est directeur France pour Trade Republic. Salut Vincent, comment tu vas ? Salut, ça va très bien et toi ? Ça va très bien, je suis ravi de t'avoir aujourd'hui avec nous. C'est la première fois que tu passes au micro de J'impose dans la com et donc au micro de Charbon. On va se pencher un peu sur ton histoire, sur ton parcours. On va essayer de comprendre un petit peu ta vision du monde. Comment, avec Trade Republic, vous souhaitez accompagner les Français à la gestion de leur argent. Comment on se projette aussi par rapport à l'étranger sur notre rapport à l'argent, notre rapport à l'investissement. En France, c'est un sujet assez difficile, ou en tout cas assez singulier. Je suis très heureux de t'avoir aujourd'hui avec nous. On a 40 minutes ensemble, tous les deux, pour revenir sur ton aventure. Si tu veux bien, Vincent, est-ce que tu peux me pitcher très concrètement, très rapidement Trade Republic ? Et ensuite, on va rentrer un peu dans le détail de toi, ton parcours. Ouais. Trade Republic, c'est une app d'origine allemande qui est en train de se franciser. Si je dois te le pitcher en 2 mots, bon, ça va faire un tout petit peu plus que 2 mots pour le coup, mais notre objectif, c'est de devenir ton partenaire financier numéro 1, d'une façon simple et accessible. Donc, on essaie de te redonner le contrôle sur ton argent. Si je dois te la faire sur une version un tout petit peu plus presse, on est une néobanque qui est orientée sur l'épargne. Tout le but du jeu et tout le but des produits qu'on propose, c'est de t'aider à augmenter ton épargne. Claire, vous accompagnez les Français, les Allemands, mais les Français maintenant aujourd'hui. On accompagne les Européens d'une façon générale. On est présent dans 17 pays, principalement, enfin tous les pays de la zone euro pour l'instant, via une licence bancaire complète. Tu n'es peut-être pas familier avec les licences bancaires, mais il y a plusieurs types de licences. Tu as les licences qui te permettent de faire de l'investissement, les licences qui te permettent de faire du paiement. Et il y a les banques comme les grandes banques françaises ou les grandes banques européennes qui ont des licences dites de plein exercice qui permettent justement de faire toutes les activités. Donc, elles ont passé toutes les barrières réglementaires pour pouvoir offrir l'ensemble de ces activités-là. Merci Vincent. On va prendre le temps évidemment de raconter un peu cette aventure-là dans le détail parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui vont nous intéresser. On va surtout avoir envie d'avoir toi ton point de vue sur tout ça et comment parfois tu peux voir un marché plutôt qu'un autre évoluer. Vincent, qui es-tu ? D'où viens-tu ? D'où vient Vincent qui aujourd'hui me parle dans les bureaux de Levallois ? J'ai vu un passage à l'EDEC à Lille, mais avant ça, d'où tu viens Vincent ? Vincent, c'est un mec d'une petite ville de province, une petite ville du Pas-de-Calais. Qui est né là-bas, qui a grandi là-bas, qui a fait ses études là-bas, qui a ensuite bougé à Paris pendant un petit peu plus de 10 ans et qui maintenant y est retourné, potentiellement par amour, par nostalgie aussi peut-être, et surtout par confort. Études dédiées à la finance, j'ai parlé de l'EDEC. Oui. Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur ? Est-ce que ça a été une volonté un peu simple de dire ok, je vais dans la finance, pourquoi ? Parce que ça paye ? Ou est-ce que tu as fait le parcours grande école classique et tu te dis bon bah voilà, je vais en finance un peu par défaut comme beaucoup de gens ? Comment ça s'est passé ? Parce que c'est vrai que c'est un milieu quand même assez singulier avec des codes et des usages. Non, c'était pour le coup pas du tout par défaut, c'était pas non plus par passion. À cet âge-là, j'avais pas encore non plus des notions très précises du métier que je voulais faire, dans quel type de boîte je voulais faire ce métier. Non, c'était plutôt un mouvement naturel. Enfin voilà, t'as des centres d'intérêt qui sont ceux que t'as quand t'es quelqu'un qui a 18-20 ans. Honnêtement, je me suis pas posé la question de plus de 3 minutes. C'était quelque chose qui était très naturel. Je regrette pas du tout ça. Et en fait, t'en fais pas tant que ça de la finance quand t'es à l'école. Globalement, c'est tout ce que tu apprends lors de tes stages, de ton premier job, qui vont vraiment forger ton opinion de vers où tu veux aller. Donc voilà, non, choix plutôt par défaut, enfin pas par défaut, mais naturel, que je regrette pas du tout. Tes premières expériences, elles se passent dans le milieu de la banque, assurance vie. Il y a aussi le dans l'asset management, le côté conseil aussi. Gestion d'actifs. Comment ça se passe ? Initialement, en fait, j'ai un petit peu fait un grand écart. Stage de fin d'études, première partie de carrière chez Edmond Rothschild. Donc la partie asset management, où on gérait des fonds de gestion de plusieurs milliards d'euros pour des grands institutionnels, notamment aussi pour des caisses de retraite. C'est un sujet, je pense, qu'on va évoquer tout à l'heure.
12 ans après, je me retrouve à être directeur France d'une application bancaire qui s'adresse plutôt à ton chauffeur de taxi, à ton coiffeur, à monsieur tout le monde, qu'à quelqu'un qui a une fortune pour avoir un compte chez Edmond de Rothschild. Donc, grand écart de ce côté-là. Et je pense que toutes les expériences entre ce premier moment et maintenant m'ont naturellement orienté vers ce volet. Ouais. Trade Republic arrivé en 2021, j'ai noté. Qu'est-ce qui justifie ce choix? Tu l'as dit, il y a un grand écart. Est-ce que c'est une volonté de changer d'état d'esprit? Est-ce que c'est une volonté de peut-être retrouver du sens aussi? Parce que tu nous l'as dit au début, on veut aider monsieur et madame tout le monde. En France, on le sait aujourd'hui, c'est assez compliqué. On va pas noircir le tableau et on va pas non plus dire que tout est possible et tout est beau. C'est assez compliqué. Donc, quel a été cet enjeu? Volonté d'aider un peu, volonté d'avoir plus de sens, ou simplement se dire ok, je vais changer complètement, je vais aller voir ailleurs parce que j'ai juste besoin de goûter à autre chose? Je pense que c'est aucune de ces raisons-là. Je pense que la vie, c'est simplement une question de rencontre et d'opportunité. Ça a été très, très dur pour moi de prendre la décision de rejoindre Trade Republic, ou de ne pas la prendre, d'ailleurs, parce que c'est limite la refuser qui est plus dur que de l'accepter. Quels ont été les éléments un peu du coup de mesure pour pouvoir dire oui, non, qu'est-ce qui a fait pencher la balance? En fait, je pense qu'il faut revenir 3 ou 4 ans en arrière pour bien comprendre le raisonnement. Ça faisait 6 ans ou 7 ans que j'étais chez Bing Bank. Ouais. Bing Bank qui était un broker hollandais, donc un courtier en bourse qui te permettait d'acheter des actions ou des ETF en bourse à destination des particuliers. Et en 2019, Bing Bank s'est fait racheter par le groupe Saxo Bank, qui sont des Danois et qui, eux, sont beaucoup plus orientés sur le trading avec des produits à effet de levier et ainsi de suite. Et ça a été le vrai déclencheur pour moi, en tout cas dans mon esprit, sur le fait que, en fait, j'ai pas envie d'aller là-dedans. J'ai pas envie d'aller dans le trading. J'ai pas envie d'être dans ce système où tu prends des risques démesurés pour essayer de te faire de l'argent le plus rapidement possible. Moi, j'ai toujours été très, très orienté épargne long terme. Tu vois, chez Bing, je m'occupais du plan d'épargne en action. Ensuite, j'ai créé un contrat d'assurance vie. Donc, tout ça, c'est vraiment des produits très, très long terme pour aider les gens à se constituer un capital en vue de l'avenir. Pas pour dans 1 an, pas pour dans 2 ans, mais vraiment pour dans 10, 15, 20 ans, 30 ans, 50 ans, pour ta retraite, pour transmettre à tes enfants, potentiellement jamais y toucher. Mais c'est vraiment cet état d'esprit-là de construire un capital. Donc, j'ai pas du tout adhéré à l'orientation d'entreprise que prenait Bing suite à ce rachat. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai quitté l'entreprise. Et à l'époque, c'est quoi la démarche? Tu vas regarder, tu regardes un peu les offres, ou est-ce que cette offre Trade Republic, elle est arrivée sur la table, on t'a spoté, on a dit ok Vincent, faut qu'on parle. Comment ça s'est passé? Entre-temps, j'ai fait 2 ans de conseil. C'était une chouette expérience aussi. J'en suis pas ressorti très heureux dans le sens où j'ai pas une âme de consultant. J'ai besoin d'être impliqué dans les projets, j'ai besoin de faire et de célébrer le succès et de partager l'échec quand il y en a toujours. Donc cette expérience de conseil là que j'ai faite pendant 2 ans, c'était super bien, ça m'a appris beaucoup de choses, notamment sur moi. Il fallait le faire. Donc ensuite, quand tu te fais appeler pour rejoindre Trade Republic, tu as 2 questions qui se posent à toi. La première, c'est est-ce que tu as envie de rejoindre cette banque qui a même pas 2 ans, où les mecs ont une ambition de malade, un budget de malade aussi, parce qu'à ce moment-là, la boîte était en train de lever un peu plus d'1 milliard d'euros. Est-ce que tu as envie de t'engager dans ce type de projet où tu sais que tu vas devoir, pour le coup, charbonner très, très fort? Ouais. Et en même temps, la deuxième question, c'est est-ce que tu as vraiment envie de refuser ce type d'opportunité qui se présente à toi? Je sais pas si tu as vu, il y a eu une interview de Sarkozy la semaine dernière qui est sortie, qui disait il y a 2 types de personnes, ceux qui saisissent les opportunités et ceux qui réfléchissent aux opportunités. Ça m'a beaucoup marqué d'entendre cette phrase-là. Donc en fait, la décision, elle s'est prise vraiment très très vite. C'est même pas j'ai besoin d'accepter, tu peux pas refuser. Une fois qu'il y a eu un go, comment elle s'est faite cette prise de poste, d'un point de vue opérationnel, parce que tu l'as dit, c'est différent. T'étais avant en conseil où t'avais une fiche de poste très claire, une doudoune sans manche, enfin tout ce qui va avec. Et là, t'arrives chez Trade avec doudoune sans manche. Le fameux cliché. J'étais obligé de le placer, mais on n'était pas à la défense, mais comment ça se passe? Parce que j'imagine que le job, il allait évoluer aussi en fonction de l'évolution de la boîte. Il y avait des missions claires et en même temps, comme tu l'as dit, vu que c'était une boîte un peu plus jeune,
elle avait besoin de beaucoup plus d'accompagnement pour la structurer aussi, ce qu'elle est ton job. Donc, comment tu prends ce job-là? Est-ce que tu as une équipe tout de suite? Est-ce que tu es en frontal avec la direction? Comment ça marche? Quand tu bosses chez Trade Republic, tu es entrepreneur, mais dans une boîte. C'est-à-dire que tu es complètement honneur de ton sujet. Et ton sujet, il peut changer tous les jours. On a quelques règles comme ça, des sortes de mantra. Le premier, c'est be an honor. Et le deuxième, c'est every day is day one. Donc, tous les jours, tu resets. La notion de fiche de poste, elle existe, je pense même pas, si tu veux. Moi, ça fait 3 ans que j'y suis. Je pense que j'ai dû avoir 10 métiers différents dans la boîte. Et quand tu arrives dans une boîte qui vient d'ouvrir un marché, donc ça faisait 3 ou 6 mois qu'elle est arrivée en France, bah déjà, tes 6 premiers mois, c'est uniquement régler des problèmes. T'arrives, ça fonctionne pas, tu règles le problème, tu passes au problème suivant, et ainsi de suite. T'échoues, tu retestes autre chose, tu rééchoues, tu retestes autre chose, jusqu'à trouver la bonne solution. Donc on est d'accord pour dire que c'est pas fait pour tout le monde aussi, ce type de job dans ce type de structure. Déjà, il faut savoir accepter l'échec. Ce qui est pas, honnêtement, pas facile. Hein. Je l'ai moi-même appris en arrivant dans cette boîte-là, parce que quand t'es habitué à gagner et que tu te retrouves potentiellement dans une autre ligue que celle sur laquelle t'étais habitué, ça devient un petit peu dur. Mais en même temps, il vaut mieux être dernier de Ligue 1 que premier de Ligue 2, si tu vois ce que je veux dire. Donc ouais, le job, honnêtement, j'ai fait plein de trucs. J'ai monté un service des achats, j'ai monté des process opérationnels. En parallèle de ça, je parlais avec la presse. En parallèle de ça, t'étais de créer des stratégies marketing impactantes en utilisant l'influence. T'essaies de réfléchir à des sujets aussi qui sont beaucoup plus long terme. Donc vraiment, dans ton esprit, tu dois être capable de faire un switch entre sujet méga urgent que tu dois régler aujourd'hui, parce qu'en fait, c'est là-dessus que tu peux allouer ton temps et avoir le plus d'impact sur la boîte. Mais en même temps, tu dois préparer la suite, parce que sinon, en fait, tu vas passer ta vie à ramer de petits sujets en petits sujets. Donc je sais pas trop comment qualifier ça, mais surprenant. Surprenant. J'aime bien surprenant. Surprenant. Quelque chose qui arrive dont on s'attend pas. Et a priori, ça te réussit pas mal, ça te plaît toujours. On voit aujourd'hui les prises de parole que vous avez, les campagnes que vous avez, les retombées aussi, la réussite que vous avez. Tu m'as parlé off record d'une campagne qui a bien fait parler d'elle il y a quelques jours, quelques semaines. Tu me parles aussi du marketing d'influence, on va y revenir. Avant tout ça, est-ce que tu peux me raconter la mécanique de Trade Republic, comment ça fonctionne, quels produits, quels services vous souhaitez apporter aux Français? Tu me l'as pitché très rapidement au début. Là, on va rentrer un peu, on va ouvrir le capot. Comment ça fonctionne? Qu'est-ce que vous allez venir proposer au marché de différent, de singulier, et qui va marquer votre innovation, parce que c'est quand même là où vous voulez vous positionner? En fait, il y a 2 volets. Il y a un volet qui est produit, qu'on va évoquer, mais il y a un volet, je pense, il faut en parler juste en premier, c'est le volet marketing, de ce qu'on essaie de faire d'un point de vue marketing, influence et presse, parce qu'il est honnêtement complètement lié au sujet du produit. Le produit est là pour répondre à un problème social et sociétal qu'on a en France et en Europe, qui est un sujet d'appauvrissement collectif. Inflation, crise des retraites. Il y a un rapport à l'argent qui est complètement en train de changer en France. Les gens ont compris d'une manière soit naturelle, soit justement par les informations que nous, on peut faire d'un point de vue marketing, d'un point de vue influence, et qui sont en parallèle de ça repris par la presse. Donc en fait, le sujet est en train de devenir ce qu'on appelle mainstream. Notamment grâce au fait qu'il y a une génération qui a complètement hacké le sujet, qui a compris le problème et qui est en train de le résoudre. C'est la génération Z. C'était 18, 25, 28, qui, eux, ont un rapport à l'argent qui est complètement différent avec la génération d'avant. Moi, pour le coup, je suis peut-être un peu entre les deux. Je vais avoir 35 ans la semaine prochaine, donc je suis plus dans la génération d'avant, mais en même temps, je suis fortement en contact de la génération Z. Donc, ces gens-là, ces jeunes-là, ils ont complètement compris que l'argent, c'était simplement un moyen. Un moyen pour être libre de faire ce que tu veux. Un moyen pour être libre de mener les projets dont tu as envie. Un moyen pour être libéré émotionnellement d'une pression. Et donc, ils ont
plus aucun problème à parler de ces sujets-là, notamment entre eux. Et du coup, ils ont plus de blocage psychologique. Ils n'ont pas cet effet de paralysie à agir pour régler ces problèmes-là. Ça, c'est ce qui est vraiment en train de se passer globalement partout en Europe avec cette génération-là. Pourquoi elle l'a compris ? Moi, je pense qu'il y a deux phénomènes. Il y a potentiellement le premier bull run des cryptos. Il y a beaucoup de jeunes qui sont arrivés en fait dans l'investissement via les crypto-monnaies. Et là, en fait, ça leur a permis de comprendre un truc qui est très très simple, c'est que tu peux mettre de l'argent quelque part, attendre un peu et en récupérer plus. Ce qui est un concept qui, moi, me semble très simple, peut-être qu'à toi aussi. Et en fait, que tu te rends compte que si t'en parles avec, je sais pas, avec de la famille, des proches, de différentes générations, tu vas voir que le concept, il est pas si intégré que ça. Mais pourquoi ? Ça vient d'où là ? Je reprends là-dessus. D'où vient ce manque d'éducation financière ? D'où vient ce rapport à l'argent un peu compliqué ? C'est un peu le cliché qu'on a dès que les étrangers parlent de nous. Ils disent, ah bah les Français, on parle pas de salaire, on parle pas. D'où ça vient ? C'est culturel ce tabou de parler d'argent. C'est culturel ce tabou de l'investissement. Il y a deux choses. Il y a le tabou et il y a aussi le fait de parfois ne pas savoir comment ça fonctionne. Il y a aussi le fait de pas vouloir en parler. Mais parce que ça fait 100 ans qu'en fait on te dit que t'as pas besoin de t'en occuper. On est dans un système social et sociétal en France où on te dit, mais ne t'inquiète pas, ta retraite, on va te la donner à la fin. Tu cotises et on va te la donner à la fin. La vérité, c'est que tu cotises pour ceux qui sont actuellement en retraite et que c'est ceux qui travailleront au moment où toi, tu seras en retraite qui vont cotiser pour toi. Un truc sur lequel on n'a aucun pouvoir, aucun impact, hormis le fait de... Enfin, je sais pas, si tu fais des enfants, potentiellement, tu peux avoir un impact sur ta retraite, mais globalement, on n'a pas le contrôle là-dessus. C'est la même chose pour l'épargne. Je pense qu'on est le seul pays d'Europe où l'État paye des intérêts aux gens. Le livret A, c'est un livret qui est garanti. Et là, en ce moment, on paye 3% de rendement dessus. Mais c'est pas les banques, c'est pas les marchés qui te payent les intérêts, c'est l'État. Donc en fait, tes impôts à toi financent les intérêts que tu reçois. Tu imagines la boucle ? Tu crois que tu gagnes de l'argent, mais en fait, c'est simplement des impôts que tu as payés qui te sont redistribués sous le format d'un livret. Ce qui est pour moi un non-sens, parce que si ça va pas sur les marchés financiers, ça crée pas de vraie richesse. Est-ce que toi, ça crée de la frustration, ce manque d'éducation ? On sait que c'est ce pourquoi vous bataillez, hein. Vous avez une offre, un produit. Est-ce que ça crée une sorte tu as dit que tu voulais donner un peu de sens et aider et accompagner les gens. Est-ce que ça te donne de l'énergie de dire, OK, il faut les aider, ces gens ? En fait, tout le monde se fait un monstre du sujet de l'éducation financière, sauf qu'en fait, la vérité, c'est qu'en 30 minutes, tu peux avoir beaucoup plus d'éducation financière que 90% des gens. Et c'est vraiment un sujet de 30 minutes. C'est une fois que tu as compris comment marche l'inflation, une fois que tu as compris comment marchent les intérêts composés, donc le fait que tes intérêts de cette année, l'année prochaine, vont eux-mêmes te rapporter des intérêts, ainsi de suite. Une fois que tu as compris que ça fonctionne aussi dans l'autre sens avec les frais, que les frais se composent également. Et une fois que tu as compris que tu devais avoir un plan et faire un budget de tes dépenses tous les mois, avec ces 5 éléments clés-là, tu es libéré. Tu as l'éducation financière. Comment ça se matérialise avec vous, vos produits et vos offres ? On n'a pas l'ambition de résoudre le problème d'éducation financière en France intégralement. Je pense que ça serait très arrogant de le dire. Ce qu'on essaie, c'est d'en donner le plus possible. Donc, il y a le volet de l'utilisation des créateurs de contenu. Et je fais bien la différence avec l'influence. Là, pour le coup, on est vraiment sur la création de contenu où, justement, on fait cette éducation financière-là sur les réseaux sociaux pour s'adresser aux personnes qu'on cible. Et en parallèle de ça, on essaie, pareil, on va essayer de ne pas paraître arrogant, mais on essaie de donner des produits qui soient suffisamment simples à l'utilisation pour les gens, qu'ils n'ont pas besoin de monter trop en compétences pour pouvoir les utiliser et en recevoir les bénéfices. Par exemple, les plans d'épargne. On a une interface qui est ultra simple où tu dis, bah voilà, moi c'est très simple. Je vais investir 50 balles tous les mois, tous les trimestres, toutes les semaines sur tel actif. Ça te prend 3 clics à le faire. Une fois que tu l'as fait, tu peux laisser 20-30 ans. T'as même pas besoin de regarder, c'est automatisé. T'as pas à te poser la question, est-ce que c'est le bon moment pour investir ou pas ? Ça va le faire tout seul, tous les mois. Tu vas choper la moyenne de la performance des marchés, du coup, et ça sera très bien. Ça, c'est un exemple de produit. Le deuxième, la carte bancaire. Le plus gros avantage de la carte bancaire, c'est qu'on te refile 1% de tout ce que tu dépenses dans ton plan d'épargne. C'est pas du cashback. On va pas te redonner du pouvoir d'achat. Nous, on te redonne du pouvoir d'épargne. Donc, si tu as un plan d'épargne à, je sais pas, 50 balles sur une action, peu importe laquelle, Total Energy, LVMH, enfin, on s'en fout pour le coup, et que tu dépenses 1 000 € avec ta carte dans le mois, bah,
au lieu d'investir 50 €, nous, on va te rajouter 10 € de plus pour t'aider toi-même à épargner encore plus. Donc voilà, tous les produits sont vraiment pensés avec cet objectif-là, qui est de t'aider à épargner plus. Donc voilà, c'est un mix entre rendre le sujet de l'argent suffisamment mainstream pour que la presse, les médias traditionnels commencent à en parler, et en même temps donner des produits qui sont suffisamment simples pour qu'ils puissent être utilisés par tout le monde. Donc c'est vraiment, on a le sentiment que le produit, il est interfacé à votre stratégie marketing. On voit... C'est ce qu'on appelle le Product Message Market Fit. Vous prenez la parole en podcast, tu fais des lives, je t'ai vu sur Twitch, il y a du contenu en ligne, la vidéo, vous travaillez avec des créateurs de contenu, tu fais beaucoup de podcasts aussi. Vos campagnes sont assez chouettes, elles sont décalées. On voit que, en plus, sur ce sujet-là, c'est dur d'avoir toujours la bonne idée et de se permettre des choses. Donc, il y a l'envie de rendre tout ça un peu plus grand public, un peu plus facile d'accès, comme tu l'as dit, un peu plus mainstream, pour arriver avec vous, la solution. J'ai l'impression que le message, c'est gérer votre argent, c'est pas compliqué, vous pouvez le faire, c'est le message qui est donné. Et ensuite, nous, on a une des clés pour vous aider à le faire. Et j'ai l'impression que c'est... C'est exactement ça. C'est reprenez le contrôle, virgule, vous allez voir, c'est pas dur. Est-ce que toi, tu as le sentiment qu'aujourd'hui, le fait de parler d'argent, c'est devenu vraiment quelque chose qui scinde les générations qui scindent la société? Parce que tu m'as parlé des jeunes, on le voit, ils sont très à l'aise, tu l'as dit. Parfois, certains, et c'est le penchant un peu sombre, c'est que ils ne voient la vie que par ce prisme-là et qui parfois, ça les amène à faire des choix un peu bizarres, à pas se rendre compte qu'un salaire qui est théoriquement bon, il est bon. Et en même temps, ça les pousse à bien gérer et à vouloir faire un peu de cash versus une autre partie de la société, un peu plus vieille, on va dire, qui se dit, j'ai ma retraite, et c'est pas une retraite par capitalisation, c'est une retraite classique, j'ai mon CDI. Est-ce que tu sens que ça crée une sorte de fracture? Non, je pense pas. Je pense vraiment que les gens... Là, on arrive à un point où la génération Z commence à en parler avec la génération d'avant et encore celle d'avant. Au final, là où tu discutes le plus d'argent, c'est pas avec ton banquier, c'est soit sur les réseaux sociaux. Tu regardes le Reddit de vos finances, il y a 300 000 personnes dedans maintenant. Il y a 300 000 Français qui postent des messages pour dire tiens, moi, ma situation, c'est ça, je suis propriétaire de mon appart, mon salaire, c'est ça. Enfin, tu vois, ils ouvrent le capot, ils dévoilent les sujets d'argent, ils en parlent sans problème, et ils disent, voilà, je pense faire ça comme invest, ou je pense préparer ma retraite en faisant ça, vous en pensez quoi? Et là, t'as 40, 50, 60 personnes qui viennent lui répondre en donnant les avis. Ça, c'est un vrai échange. Donc, à l'inverse, ça recrée peut-être de la connexion un peu. Ça recrée de la connexion via les réseaux sociaux, et ensuite, le deuxième volet, c'est tes proches. Et donc, c'est là où ça saute des générations. C'est là où tu commences à en parler dans les repas de famille le dimanche. À dire, tiens, tu parles de l'actualité des sociétés, de l'élection de Donald Trump aux États-Unis. Et là, tu as le petit-fils qui commence à dire, mais moi, j'ai des actions Apple que j'avais achetées il y a 1 an. D'ailleurs, ça a bien monté du coup. Et ainsi de suite. Et là, tu es en train de casser la barrière entre les générations sur les sujets d'argent. Et c'est vraiment très, très bien. Cette année, à Noël, on essaie de lancer un truc qui est un petit peu différent de l'année dernière ou d'avant et de ce que les autres peuvent faire. On essaie d'offrir le statut d'investisseur à des gens. Donc en fait, toi, utilisateur de Trade Republic, tu peux, à Noël, au lieu d'offrir la paire de chaussettes à ton cousin parce que tu sais pas quoi faire et que tu vas à la Fnac comme tout le monde le 23 décembre et tu prends le top 10 des cadeaux, là, on va te permettre de pouvoir lui offrir des actions. Donc, en gros, tu peux dire, tiens, tonton Christian, là, je vais t'offrir 15 € d'actions Total ou 15 € d'actions LVMH. Je pense que ça sera un tout petit peu plus durable que la petite paire de chaussettes. Donc ça, c'est sur le côté comment c'est marketé. Mais la vérité, c'est que tu es en train de donner un statut d'investisseur aux gens. Parce que je pense sincèrement que les gens en ont conscience du fait qu'ils doivent investir. Par contre, il y a toujours un petit blocage. Il y a toujours une peur des gens sur les sujets d'argent. Et en fait, cette peur, elle entraîne une sorte de paralysie qui fait que tu vas pas passer le pas. Et donc là, avec cette campagne sur toute la période de Noël, on essaie de faire que les gens donnent le statut d'investisseur aux autres gens. Je t'en dirai plus quand on aura les résultats de cette campagne. Mais écoute, on va évidemment la suivre et je pense que c'est symptomatique de votre capacité à innover. Nous, on voit beaucoup ce marché-là des néobanques et les campagnes qui sortent. Avec J'impose.com, on traite tout ça. Et on voit évidemment qu'il y a des positionnements un peu différents, des bons coups de com', etc. Et remplacer les chaussettes de Noël par des actions, c'est le hook. C'est ce qu'on va tester, si tu veux. Mais ne serait-ce que dans le message, c'est singulier, c'est innovant, et les gens vont se dire, ok, en fait, peut-être que juste en mettant cette campagne qui
elle est drôle, elle est sympa, elle est décalée. Juste sur ce ton-là de l'humour et de la bonne idée, ça va peut-être, je pense, créer des réflexes de dire, en fait, non mais c'est pas con, en fait. Je vais arrêter de faire des cadeaux un peu nazes et je vais... Parce qu'en fait, il y a aussi le rapport avec le cash tout de suite. La dépense, le billet, la carte, je paye tout de suite. J'ai mon produit physique. Il y a aussi ce rapport-là aux choses. Il y a tu demandes à des gens est-ce qu'ils veulent un plus gros salaire ou avoir des actions ou des parts quelque part. T'as une majorité qui va dire je veux un gros salaire tout de suite. Ouais, c'est l'instantanéité du truc. Et c'est un sujet en France, en effet, dans la relation avec l'argent. C'est qu'on pense que l'avenir est potentiellement garanti d'un point de vue financier. Sauf que la vérité, c'est que là, tu pars en retraite, du jour au lendemain, tu perds 40% de pouvoir d'achat. Donc, si t'as pas fini de payer ta maison, par exemple, ça veut dire que t'as 40% en moins pour dépenser, pour aider tes enfants, pour potentiellement, si t'as des sujets de dépendance et de maladie, de soins de santé. Voilà, donc c'est vraiment un gros sujet. Et techniquement, ça va pas s'améliorer. Les gens vont continuer de vieillir, la population, l'âge moyen en France va continuer de vieillir. Il y aura toujours plus de retraités et moins d'actifs. En tout cas, c'est la tendance que ça prend sur les 10 prochaines années. Donc, les gens ont sincèrement intérêt à au moins regarder le sujet. Non, mais c'est extrêmement intéressant et de se dire, en fait, sortons du paradigme qui vise à dire c'est intéressant de le faire, ça peut être la bonne idée d'investir, Tu fais quoi, toi, pour ta retraite ? Moi, aujourd'hui, j'ai placé, je crois que j'ai pris quelques actions avec un pote qui est très chaud en crypto, qui m'a convaincu d'aller sur le sujet. Mais à date, c'est très léger. C'est un proche qui t'a convaincu. Exactement, c'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est un pote qui, lui, passe beaucoup de temps à regarder les différents marchés et qui est très chaud en Bitcoin, qui m'a dit que Bitcoin, Laurent aussi investit en Bitcoin, etc. Donc, il y a un vrai sujet de la bonne action au bon moment et en même temps de ne pas se tromper parce que il faut aussi pas avoir la folie des grandeurs, tu vois ce que je veux dire ? Et en même temps se dire, tant que tu testes pas, tant que tu t'amuses pas avec, il y a aussi un côté, tant que tu mets pas les mains dedans, ça va rester une nébuleuse et tu vas dire, je le ferai plus tard. Ouais, c'est ça. T'essaies de lever les bloqueurs. Tu vois, toi, tu dis la bonne action au bon moment et c'est exactement ce qu'on essaie pour le coup d'éliminer avec les plans d'épargne. T'as plus à te dire quand est-ce que c'est le bon moment. C'est 50 balles par mois, c'est automatique. Voilà, il y a plus de sujet. Tout le but d'un produit simple et automatisé, ça te libère de l'émotion. Ouais. L'émotion qui peut te donner ce côté paralysie qu'on évoquait il y a quelques secondes. Tu vois. Donc c'est un double effet. C'est éveil des consciences et en même temps simplicité du produit qui fait que tu peux passer le pas facilement et potentiellement le pas il est déjà passé parce que ton pote il t'a filé 30 € d'action LVMH à Noël. Pour le monsieur et madame tout le monde, on a compris les enjeux. Si on se penche un peu sur les entrepreneurs qui sont nombreux à nous écouter sur ce format, le rapport à l'argent, il est différent pour ces gens-là. On parle pas des mêmes temporalités. C'est compliqué, c'est parfois des énormes sommes très vite, quand on parle de levée, etc. C'est parfois de l'argent un peu magique, entre guillemets, avec les bourses d'accompagnement, etc. Donc, comment vous accompagnez ces créateurs-là d'entreprises à bien gérer? Parce que gérer son argent perso, c'est une chose. Comprendre un peu les différents enjeux de sa boîte aussi, parce que souvent, tu dis, je me fais un plus petit salaire pour à la fin avoir un peu plus de rentrée. Est-ce que ces profils-là, ils sont importants pour vous? Est-ce qu'ils représentent une cible intéressante? Pas du tout. Nous, on est très, très mass market. On n'aborde pas les problématiques qui soient patrimoniales, où il y a un enjeu de fiscalité. On est vraiment sur comment se faire facilement une épargne long terme quand tu as un petit salaire, par exemple. Tu vois, c'est à partir de 10 €. L'entrepreneur, il a des problématiques qui sont beaucoup plus complexes, comme tu l'as dit. Tu peux à un moment ne pas te payer pendant 2 ou 3 ans ou te payer le minimum et ensuite sortir et te faire 500 000 ou 5 millions d'euros parce que tu as fait une levée avec un cash out au milieu. Quand on est dans cette situation-là, il faut pas se voiler la face, il faut te faire accompagner par un conseiller. Et il y a des très très bons experts, déjà qui vont t'aider à anticiper. Et en fait, le parallèle que je vois qui est assez évident entre les entrepreneurs et monsieur et madame tout le monde, c'est le deuxième tips que je t'ai donné tout à l'heure, c'est avoir un plan. Dans tous les cas, il faut que tu aies un plan. Que tu sois sur un bon CDI
que tu sois fonctionnaire, tu vois, avec la sécurité de l'emploi, où tu as une capacité d'épargne qui est sensiblement fixe chaque mois, ou que tu ne puisses pas épargner pendant 3 ans, mais que tu as un gros montant qui tombe au bout de 3 ans, peu importe. L'idée, c'est d'avoir un plan. Donc, il faut le savoir au démarrage. Et je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne se font pas assez accompagner lors du démarrage de la boîte, qui se retrouvent avec des problématiques fiscales au bout de 3 ans parce qu'ils ont levé 1, 2, 3 millions et qui ne savent pas comment préparer la suite, ils ne savent pas comment préparer leur sortie. Et au final, ils sont un petit peu bloqués sur les formats de société qu'ils ont choisis, le fait de ne pas avoir mis de holding, d'où l'importance aussi des clubs d'entrepreneurs, de se partager les bonnes adresses, des bons conseillers qui vont vraiment t'aider à monter ton plan en fonction de tes attentes. Vincent, c'est quoi ton plan, toi? Parce que tu m'as parlé entrepreneuriat, tu as dit que c'était, chez Trade Republic, c'est de l'entrepreneuriat dans une structure. On dit intrapreneur. On va dire, c'est ça, intrapreneuriat. Bon, mais voilà. donc, au global, les enjeux sont similaires, la gestion du risque aussi, le stress qui va avec aussi, mais aussi les wins. Et en même temps, quand ça va pas, tu le prends un peu en perso aussi. Donc, c'est quoi ton plan? Comment toi, tu te considères aujourd'hui comme entrepreneur? Moi, c'est un peu le format hybride à ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire que j'ai le format CDI parce que je suis dans la société avec un salaire qui est très bien. Et en parallèle, j'ai des stock options de la boîte. On n'a pas de variable entre-temps. Moi, j'ai pas de variable sur objectif toute l'année. On est tous dans le même bateau. On est tous impliqués sur le succès de la boîte. Donc voilà, c'est un peu double. J'ai ma petite capacité d'épargne tous les mois qui a fortement été rognée par l'arrivée des enfants. On va pas se le cacher. Et en parallèle de ça, j'ai un espoir lors d'un prochain événement de liquidité, suivant la valorisation de la boîte, donc suivant ce qu'on arrive à faire en termes de résultats, ce qu'on arrive à faire en termes de scale de la boîte, qui a un petit montant qui pourrait arriver. Je rebondis sur les enfants. Comment tu gères le côté pro et perso? C'est toujours l'apanage des entrepreneurs. C'est avoir un bon split entre les deux et avoir un bon ratio. Comment tu gères ça? Est-ce qu'il y a un moment, tu es dans un moment de ta vie où c'est les 2, 3, 4 ans un peu durs des boîtes? Souvent, on le sait, hein, on était encore en train de parler hier soir en dîner avec des entrepreneurs. Il y a toujours les 2 premières années où c'est un peu speed et quoi qu'il arrive, c'est un peu compliqué. Toi, t'en es où par rapport à ça? Est-ce que tu arrives à faire une bonne gestion des deux? Ou tu vas nous le dire à notre micro, t'aimerais améliorer certains éléments? Comment tu gères ça? Je sais pas si on aimerait améliorer certains éléments. Je pense que tout le monde fait un peu de son mieux là-dessus. Mais ce que je peux te dire, c'est que le passage de 0 à 1, ça va. Le 1 à 2, il est plus compliqué. Après, si tu perds cet équilibre vie perso, vie pro, tu peux vite tomber dans le néant parce que tu peux pas passer de autant de sujets en si peu de temps et en même temps être efficace sur chacun des sujets si t'es pas déjà clair dans ta tête de ça, c'est le moment que je dédie à ma famille, ça, c'est le moment que je dédie au taf. Tu peux pas sans cesse jongler, en fait. Pour le coup, moi, ma femme est entrepreneuse aussi. Donc, on est un peu on vit les mêmes problématiques au même moment. Ce qui nécessite une organisation un peu quasi militaire en termes d'horaire. Par contre, quand je suis sur le moment dédié à la famille, je suis sur le moment dédié à la famille. Donc, le téléphone est éteint. Je veux dire, je suis pas urgentiste. Hein. On n'est pas en train de sauver des vies physiquement, si tu veux. Donc, ça reste ultra important de bien être clair dans sa tête et de séparer ces 2 parties-là. On a toujours la question du risque. Tu en parlais un petit peu avant. La gestion du risque, la gestion de potentiellement le risque d'échouer ou de mal faire. Dans la mesure où la boîte est jeune, elle évolue, on a le sentiment qu'il y a des réussites et parfois aussi potentiellement des échecs. Comment tu gères le risque? Tu viens de me dire, c'est pas grave. Qu'est-ce que ça veut dire? Le risque, tu l'as partout, en permanence. Peu importe ce que tu fais, si tu veux. Moi, te parler aujourd'hui, il y a une petite part de risque. Tu vois. Donc, il faut juste en avoir conscience. Il faut déjà l'accepter ou le refuser. C'est pas grave non plus de le refuser, de dire, tiens, ça, je le fais pas parce qu'en fait, en effet, le ratio risque et retour, en fait, sur ce risque, ROI, il est pas bon. Donc, je fais pas. Ça m'arrive plein de fois de refuser, en fait, de faire des choses, de m'engager sur des sujets à ce niveau-là. En parallèle de ça, t'as pas de succès sans risque. Ou en tout cas, si tu fais que des trucs sans risque, tu vas rien accomplir d'exceptionnel dans ta vie. Vraiment. Accomplir quelque chose d'exceptionnel, est-ce que c'est le dépassement de soi et moi, c'est quelque chose qui me convient.
Attention, hein, je suis pas en train de te dire que tout le monde doit essayer d'accomplir des choses exceptionnelles dans ta vie. Là, on parlait d'entrepreneur. Le but de l'entrepreneur, c'est quand même d'aller trouver un marché, un produit, potentiellement d'en créer un de marché, de créer un produit, ou alors d'arriver comme nouvel acteur sur un marché qui est déjà établi et de le disrupter. Désolé pour l'anglicisme, mais ça pour moi, t'as le droit. C'est quelque chose d'exceptionnel. Tu sais, cette notion d'exceptionnel, elle est tellement relative aussi à la vie de chacun. Donc, non, pas d'arrogance de ma part du tout là-dessus. Il y a des gens qui n'ont pas envie de se dépasser non plus, et c'est très bien, et c'est OK. Il n'y a pas de problème avec ça. Faut juste être aligné, encore une fois, et avoir ton plan et ton objectif. Comment tu vois la boîte on va dire dans 5 ans? Est-ce que on va se projeter un peu? Je sais que là aussi il y a une prise de risque. Tu me demandes où Trade Republic sera dans 5 ans? Où est-ce que tu veux que Trade Republic déjà, c'est un peu des années de... C'est comme les chiens, tu vois. Moi, j'ai fait 3 ans, j'ai l'impression que ça fait 10, tellement je suis déjà un petit peu fatigué. J'ai en tête la difficulté de la question, mais plutôt, où est-ce que t'aimerais que Trade Republic soit dans 5 ans? Écoute, moi, les métriques que je regarde actuellement, c'est surtout les métriques de croissance en termes de nombre de clients et d'encours sous gestion. Donc, combien d'argent sont déposés par nos utilisateurs sur les comptes. Et il y a une troisième métrique que je regarde beaucoup, c'est le nombre de plans d'épargne. Donc, c'est pour voir si l'argent que nos clients nous confient est utilisé pour faire de l'épargne qui soit le long terme. Donc, vraiment commencer à préparer ces projets-là. Là, au dernier chiffre, on a partagé 4 millions de clients en Europe, 35 milliards d'euros d'encours sous gestion. Et en termes de plan d'épargne, ce que je peux dire, c'est que j'ai plus de plans d'épargne que de clients en France. Je pense que dans 5 ans, un objectif qui serait honnête, ça serait de parler de 50 millions de clients. Le marché français, comment il se distingue des autres? Qu'est-ce qui le rend plus dynamique ou à l'inverse un peu plus compliqué? Plus dynamique, justement parce qu'on s'est dit cette génération Z là qui commence à avoir un poids très fort, qui prend ces sujets-là en main et qui commence surtout à en parler très très fort. Je pense que ça fait essentiellement la différence avec d'autres pays comme l'Espagne ou l'Italie. Côté Allemagne, ils sont déjà un tout petit peu plus éduqués que la France, donc c'est pas un pays que je regarde énormément. Côté difficulté, il y a des choses très simples. Il y a quand tu peux placer ton argent à 3% sans risque, je fais référence au livret A, les gens ont du mal à aller prendre du risque derrière. Sauf qu'en fait, 3%, ça couvre pas l'inflation. En tout cas, pas celle de l'année dernière, ni celle de l'année d'avant. Donc, expliquer simplement ça aux gens, j'ai l'impression que c'est toute une montagne, alors que ils ont l'habitude de ce fameux livret-là. Donc, il y a un amour en France sur l'immobilier. Dans la tête des gens, c'est moins risqué d'acheter un appart, je sais pas, à Levallois-Perret, que d'investir sur un ETF monde. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi c'est pas le cas? Tout le sujet de la maîtrise du risque est dans la diversification. Quand tu achètes un ETF monde, en fait, tu achètes une sorte de panier d'actions et du coup, tu achètes une petite part de toutes les actions du monde, des plus grosses sociétés du monde. Donc, il y en a environ 1600. Ce qui veut dire que si tu en as une qui va pas, tu en as 1500 autres qui sont là derrière. Tu vois, ça se compense en fait. En moyenne, ça, tu regardes sur les 20 dernières années et si tu remets la performance sur un format annualisé, tu es à 8% par an. Si tu achètes un appart, tu le mets en loc, ton locataire, il paye pas. Comment tu rembourses ton crédit? Tu dois faire marcher les assurances et les machins. Donc, il y a un amour des Français pour la pierre. Ce qui est vrai, si tu veux, sur 40, 50 ans, c'est une très bonne manière de se créer un capital parce que tu peux utiliser le levier bancaire. Donc, tu peux emprunter pour le financer, ce qui n'est pas le cas sur une épargne financière. Par contre, dire que acheter de la pierre, c'est moins risqué que d'acheter un produit ultra diversifié qui est coté en bourse, pour moi, c'est non. Aujourd'hui. Ça a quand même changé. C'est pour ça qu'il y a aussi, je te parlais tout à l'heure, de différence de point de vue, de vision du monde. Nous, on a des grands-parents qui ont acheté assez tôt, pour qui c'est pas concevable de pas avoir un appart dès que tu as un peu d'argent. Acheter ta résidence principale, par contre, c'est un bon moyen de commencer à préparer ton avenir. Non, mais quand je dis ça, c'est il y a beaucoup de gens qui veulent mettre des appartements en location, tu vois. Ouais. Mais pas pour ta résidence principale. C'est ce que tu disais juste avant. Et pour beaucoup, c'est un peu difficile à saisir que en fait, c'est pas forcément la volonté de chacun de se dire
je vais aller sur ce marché-là, je vais être dans une... Je suis pas en train de te dire que c'est une mauvaise, mauvaise chose. Je suis en train de te dire que les gens pensent que ça, y a un le biais. côté financier est vraiment beaucoup plus risqué, alors que dans la réalité des faits, c'est pas le cas. C'est vraiment pas le cas. Et j'en parlais avec la même personne qui m'a convaincu des bitcoins sur les sujets achat d'appart, etc. C'est important aussi de le dire à ceux qui nous écoutent, pour ceux qui ont envie de créer leur plan, comme tu dis. Puis après, il y a un ratio aussi investissement en merde. Tu vois, enfin, je veux dire, gérer du locataire, faire des baux de location, faire du notaire et ainsi de suite, c'est un sujet. Faire 3 clics pour acheter et revendre, et quand tu veux, surtout. En semaine, évidemment, quand les marchés sont ouverts. Mais si tu dis demain, j'ai besoin de la thune, je revends, et t'as la thune 10 secondes après sur ton compte, c'est une flexibilité que tu peux pas avoir sur l'immobilier. Donc, encore une fois, ça dépend ce que tu as envie de faire. Si t'as pas de capacité d'épargne et que tu veux le faire à crédit, du coup, parce que tu as quand même un salaire qui te permet de le faire, c'est une bonne idée. Je suis pas en train de dire que l'une est meilleure que l'autre. Je pense juste qu'il faut être réaliste sur les points forts et les points faibles des deux. Poser ta petite feuille, mettre les points forts, mettre les points faibles, commencer à cocher ce que toi tu recherches, et au bout d'un moment, la solution, elle va non, mais c'est le plan, mais tu sais, c'est ce que toi. tu disais depuis tout à l'heure, c'est le plus dur. En fait, le plus dur pour beaucoup de gens, j'ai l'impression, c'est de se poser et de dire, OK, j'ai ça en termes d'argent, j'ai des rentrées tous les mois avec ça, qu'est-ce que j'en fais? Et ça, j'ai l'impression que c'est 90% du taf. Encore ça, c'est la deuxième étape. La première, c'est le budget. C'est de te dire, tiens, putain, je suis en contrôle de ma thune. Je suis en contrôle. Donc là, je sais que j'ai 2000 balles qui rentrent, je sais qu'il y a 800 balles qui sortent pour le loyer, 50 balles pour les legs, 50 balles pour l'assurance. Là, tu catégorises les dépenses, tu fais un premier bloc, les dépenses obligatoires, celles que dans tous les cas, tu les auras, tu vas être obligé de les faire tous les mois. Tac, le deuxième bloc, c'est tiens, tes restos, ta petite pinte du jeudi soir en happy hour, les fringues ou peu importe. Tu catégorises ça. Ça, c'est la deuxième partie, c'est tes dépenses de vie, de discrétionnaire, on dit obligatoirement, mais ce mot est quand même un peu moche. Et la troisième, c'est ta capacité d'épargne. Donc, une fois que tu as fait ça, déjà, tu peux commencer à te poser la question de qu'est-ce que je fais avec ma capacité d'épargne. Et là, tu vas te poser la première question qui est, est-ce que déjà, je me suis mis un petit peu de côté, est-ce que je me suis créé mon petit fonds de précaution? Parce qu'il y a ça aussi, il te faut ton petit fonds de précaution, au cas où il t'arrive une petite tuile, tu perds ton job, tu casses ta bagnole, mais tu en as besoin pour aller bosser, il faut que tu sortes 1000, 2000, 3000 balles assez rapidement. Il faut que tu aies de l'argent disponible, qui soit pas forcément investi sur les marchés, mais disponible. C'est là où le livret A est vraiment très, très utile. Tu vas pas chercher à dépasser l'inflation, à t'enrichir. Par contre, tu vas chercher à mettre de l'argent quelque part, sans risque, du coup, accessible du jour au lendemain, et qui te rapporte un petit peu quand même pour essayer de combattre un peu l'inflation, mais tu peux pas forcément la compenser intégralement. Donc déjà, tu dois faire ça, et après seulement, tu dois commencer à te poser la question, tiens, mes projets là, qu'est-ce que... je veux acheter un autre appart dans 10 ans, il va me falloir un apport, comment je commence à le créer? Je suis en retraite dans 40 ans, parce que je suis encore jeune. Qu'est-ce que je fais pour m'assurer que mon pouvoir d'achat ne va pas dégager? Et ainsi de suite. J'ai l'impression qu'il y a un peu le côté, le serpent qui se mord la queue, et ça change avec la génération Z. Tu nous en as parlé au début, mais j'ai l'impression que le simple fait de dire ça et d'expliquer qu'il faut avoir une maîtrise complète de son budget, on est en dissonance parce qu'on nous dit, en fait, il y a la retraite à la fin, tout va bien. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un côté, on déresponsabilise un petit peu. Ouais, c'était le cas jusqu'à récemment. C'est pas négatif ce que je dis, mais ça déresponsabilise un peu. Et il y a un côté un peu état paternaliste, alors qu'au final... Ah, mais c'est de l'infantilisation, complètement. Tu dois prendre un peu en main, et que tu aimes ou pas le sujet de la finance, c'est pas ça le problème. C'est pas ça la thématique. Tu sais, on est dans un pays qui prélève le plus de fiscalité, mais qui également en redistribue le plus. Donc, tout ce fonctionnement de système de retraite, de prélèvement d'impôts, de redistribution, de répartition, fait que tu n'es plus sur un système simple où on dit, tiens, tu gagnes autant, débrouille-toi sur tes dépenses, et le principe et tout le but du jeu, c'est de dépenser moins que ce que tu gagnes. Parce que c'est ça tout le principe de la gestion d'un budget. C'est juste dépenser moins que tes revenus. Il y a plein de gens qui n'y arrivent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas en contrôle de ce qu'ils dépensent. Donc, rien que poser sa petite feuille ou son petit fichier Excel où il y a toutes les apps bancaires qui te proposent des systèmes de budgeting, tu peux catégoriser les dépenses et ainsi de suite, ça te fait un rapport à la fin. Ça, c'est vraiment le sujet numéro 1, c'est reprendre le contrôle sur ta thune, quoi. On n'est même pas encore à parler d'investissement, juste reprends, désolé d'un système, mais reprends le contrôle sur ta thune. C'est juste ça. Et il y a aussi toute une catégorie pour contrebalancer aussi de la population qui
fait ce job-là, mais avec une augmentation des prix tellement dingue que, tu vois, il y a le côté vraiment, même si on fait le job, pour un certain... Et c'est ce que tu disais au début, il y a un appauvrissement global ce qui fait que les gens, ils doivent encore plus surveiller ce qu'ils font. Et je pense qu'à un moment donné, ça sera... c'est plus possible de se dire qu'il y en a qui vont... même si tu fais ce boulot-là... L'augmentation des prix, c'est 12% sur les 3 dernières années. Donc ça veut dire que si ton salaire n'a pas augmenté de 12% sur les 3 dernières années, si l'ensemble de la thune que tu as à la banque n'a pas augmenté à minima de 12%, ça veut dire que tu t'es appauvri. T'as toujours autant d'argent, mais tu peux vraiment acheter moins de trucs avec. Il y a un gros sujet en France, et on est en train de s'attaquer à ce sujet-là, c'est l'argent qu'il y a sur les comptes courants. Tu touches aucun intérêt en France sur ton argent qu'il y a sur les comptes courants. Je suis allé regarder sur le site de la Banque de France combien ça représente. Il y a 550 milliards d'euros sur les comptes courants. Si tu appliques ça au taux actuel de la BCE, ça veut dire que par ménage, en moyenne, en France, c'est 400 euros d'intérêt par an qui ne sont pas versés. Désolé, mais 400 euros, ça te paye un petit billet d'avion pour aller voir ta famille à Nice ou je sais pas trop quoi. Mais voilà, donc il y a de base, tout cet argent-là, c'est 550 milliards qui se déprécient face à l'inflation depuis des dizaines d'années et plusieurs décennies. En parallèle de ça, tu as ton épargne qui est pas suffisamment investie, du coup, qui rapporte pas assez et qui continue, elle, mais d'une moindre mesure pour le coup, mais à s'appauvrir aussi face à l'inflation. C'est du gaspillage d'argent, en fait, simplement. L'argent est gaspillé. Et on peut plus se permettre de gaspiller. Est-ce qu'il y a une idée reçue de la finance ou de la gestion de son budget qui te déplaît ou que tu aimerais combattre? Par exemple, on a dit au début, il faut avoir quand même pas mal d'argent pour commencer à le gérer. Non, ça c'est faux. Ça, c'est clairement faux. Maintenant, tu peux investir. Il y a des dizaines de plateformes qui te permettent d'investir. Et même si tu veux faire de l'immobilier maintenant, tu peux faire de l'immobilier décimalisé. Il y a des boîtes qui sont assez connues pour ça en France et leurs produits vraiment sont super. Donc non, c'est celui qui te dit ça, c'est qu'il n'est déjà pas honnête avec lui-même. C'est une excuse. C'est qu'il n'est pas honnête avec son émotion. Donc non, tu peux commencer. Tu sais, moi j'ai des gens qui m'envoient des messages sur LinkedIn suite à des interviews et qui me disent je me suis mis à épargner, je suis au SMIC, je gagne pas très bien ma vie, je fais ce que je peux, je mets 5 euros par semaine sur des plans d'épargne. C'est trop bien, j'ai démarré il y a 6 mois, j'ai mis 300 euros, le portefeuille il vaut 390 euros, c'est cool. C'est cool de voir que ça monte. Enfin, tu vois, c'est juste des petits trucs comme ça, mais ces personnes-là ont déjà fait plus que 90% de la population et si elles ont 30 ans et qu'elles tiennent ça pendant 30 ou 40 ans, en fait, elles vont vraiment pouvoir conserver leur niveau de vie, voire l'augmenter, même après la retraite. Les gens qui disent investir en bourse, c'est comme jouer au casino. Mais déjà, c'est complètement faux. Qui dit ça? Il y a plein de gens qui disent ça. Si on reste dans le parallèle des générations, c'est plutôt les générations 40-60. Boursicoté. Je veux miser en bourse. Miser. Non, tu ne mises pas, en fait. Tu investis. Donc, tu achètes une part d'une société. Tu participes à la croissance économique de la société. Tu participes à ses décisions stratégiques parce que tu as un droit de vote. Donc, tu peux influencer les décisions stratégiques. En parallèle de ça, tu bénéficies des revenus de la société. Si elle génère un résultat positif, net positif, et qu'elle distribue un dividende, tu reçois les bénéfices de cette croissance. Donc non, investir sur les marchés financiers, c'est pas miser au casino, c'est pas jouer de l'argent à la roulette, c'est participer à la croissance économique. Ça, c'est le cliché que j'aime beaucoup combattre. Très clair pour moi. Si on doit faire là, on s'est projeté un peu dans le futur, si on doit faire un bond dans le passé et que tu croises le Vincent qui a 22 ans, qu'est-ce que tu lui dis? Prends plus de photos. Non, sincèrement, j'ai rien à lui dire sur le côté épargne et investissement parce qu'en fait, j'ai eu la chance, moi, déjà d'avoir le minimum d'éducation financière de la part de mes proches et notamment de mes parents quand j'étais jeune. Donc, moi, le fait d'avoir un budget, de mettre de côté et de commencer à investir, je l'ai fait vraiment très, très rapidement. Je ne vais pas te dire les trucs évidents. Si je croise le Vincent d'il y a 10 ans, si, je pourrais lui dire, vas-y, mais achète du Bitcoin à balle. J'attendais la réponse là, exactement cette réponse-là. Ça, il faudrait lui dire. Ça marche aussi avec les actions américaines. Tu fais pareil avec du Apple, tu fais pareil avec du Nvidia.
Mais ça, pour le coup, on n'est pas dans Retour vers le futur. Non, on mais va pas aller chercher c'est très bien que c'est le rêve de tout le monde de se dire, j'aurais dû miser ça, et en même temps, si tu fais ce boulot-là, bah, tu dors plus, en fait. mais est-ce que, sur le point de vue perso, le mix perso-pro, est-ce que tu te dis, non, continue dans le conseil parce qu'il y aura peut-être une opportunité parce que Trade Republic est arrivé quand même à un moment, tu nous l'as dit au début, est arrivé... C'est marrant que tu dis ça parce que au moment où j'ai rejoint Trade Republic, enfin juste avant d'accepter l'offre, j'en ai parlé à mes parents. Et mon père m'a dit, mais tu vas pas quitter un CDI, tu gagnes très bien ta vie, qu'est-ce que tu vas aller prendre du risque pour une banque, une sorte de néobanque qui est sur Internet et qu'on connaît pas, qui a même pas 3 ans, c'est risqué et tout. Je me dis, ouais, évidemment que c'est risqué. C'est tout le but du challenge, j'ai dit. Et c'est quelque chose pour le coup qu'ils n'ont pas très bien compris. Et eux ont ressenti de la peur du coup. Quand je leur ai dit, mais moi j'y vais quand même, en fait, ça va être l'éclate. Vraiment. Et on a la possibilité de changer les choses, d'avoir un impact sur la société. Et c'est vraiment quelque chose de très, très excitant à vivre personnellement. Et ça, d'avoir quelque chose d'excitant à vivre professionnellement, c'est pas une conception dans la vie de mes parents qu'ils avaient eux, dans leur taf. Donc, Et aujourd'hui, comment ils regardent ton parcours, comment ils analysent aussi, parce qu'il y a le côté, tu l'as dit, néobanque, qui fait peur. Maintenant, ils sont très fiers parce que ça m'a pris pas mal de repas de famille, pas mal de dimanche midi à leur expliquer ce que je fais. Et c'est très dur de leur expliquer ce que je fais quand pendant 6 mois, je suis en train de créer un service des achats. 6 mois après, je fais des process et en parallèle de ça, j'arrive à faire quelques interviews. Enfin, tu vois, c'est très, très dur aussi à leur expliquer que tu es entrepreneur, mais dans une société. Mais je pense qu'ils ont compris maintenant. Je referai une petite vérif dimanche. Tu m'as dit, et j'ai bien aimé ce passage-là, que très jeune, tu as eu cette éducation à la gestion de son argent de poche, etc. Est-ce que tu considères et tu te rends compte du chemin aussi à faire pour accompagner un certain type de profils qui n'ont pas forcément eu cet accompagnement-là et pour qui c'est peut-être plus dur de se projeter. Et il y a des gens, le rapport à l'argent, il est très simple, c'est-à-dire ils en ont manqué pendant beaucoup, il faut du cash très rapidement. Tu vois ce que je veux dire? Et est-ce que ces gens-là, c'est plus facile de travailler avec eux et tu sens que du coup tu expliques beaucoup plus facilement, ou à l'inverse, c'est plus dur de leur dire c'est pas du cash tout de suite qu'il faut, c'est de placer intelligemment. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il y a quand même un contexte social qui fait qu'il y en a pour qui il faut du cash tout de suite et on verra le mois prochain. Tu vois ce que je veux dire? En fait, je pense qu'il n'y a pas de bonne pratique applicable à tout le monde, si tu veux. C'est vraiment juste émotionnel. L'argent, c'est un moyen. On en a parlé au début, c'est le truc qui va te libérer l'esprit, c'est le truc qui fait que, bah tiens, si t'en as, tu peux choisir le projet que t'as envie de faire. Si t'en as suffisamment, potentiellement, tu peux dire, mais j'ai pas envie d'aller travailler, je n'y vais pas. Ça peut te permettre aussi de te créer ton propre job. En tout cas, ça te libère émotionnellement. Donc, s'il y a des gens qui n'avaient pas d'argent, qui commencent à en avoir, qui ont envie de le dépenser parce que émotionnellement, ça leur fait du bien, très bien, si tu veux. On est personne pour dire aux gens comment dépenser leur argent. Par contre, il faut toujours qu'ils restent en contrôle. Donc, si c'est le fait dans le cadre d'un budget et que tu sais que tu le fais pour la raison qui te fait te sentir bien, aucun problème. Si c'est pas du tout maîtrisé, là, il commence à y avoir un sujet. Il faut maîtriser. Parce que tout le but du jeu, c'est, encore une fois, c'est pas de dépenser plus que ce que tu gagnes. On arrive à la fin de l'épisode. Comment tu peux conseiller les gens, on l'a dit un petit peu, pour qui c'est un peu dur, un peu compliqué de franchir ce premier step de « Ok, je me pose, je regarde ce que je reçois, ce que je dépense. » Et on l'a dit, c'est souvent là où tu as le déclic. Comment tu peux les amener à faire ça? Et c'est quoi le plus gros conseil? Il faut pas le faire tout seul. Si tu es en couple, tu le fais avec ton compagnon ou ta compagne. Mais c'est un truc qui est très, très dur à faire tout seul. Si t'es pas en couple, tu le fais avec ta meilleure pote ou ton meilleur pote, si tu veux, mais vraiment, c'est un sujet que tu fais pas tout seul. Le plus dur, ça va être de le faire la première fois. Et après, tous les mois, tu peux reprendre ton ancien budget, tu regardes un petit peu ce qui a changé. Et après, c'est très, très simple. Donc, ouais, parlez-en avec un proche et faites-le ensemble. Très clair. Et pour ma part, ça se justifie avec le côté, comme je t'ai dit, Bitcoin, la personne qui m'en a parlé, etc. Et au final,
t'as aussi de la confiance, tu vois. Il y a le côté un peu, faut pas être aveuglé parce que c'est ton pote ou un proche qui t'en parle. Et en même temps, il y a le côté confiance où il va me dire les trucs un peu sérieux. Il va me dire, voilà, ça vite. Là, t'as abusé. Ouais, exactement. Il va pouvoir te dire des trucs que d'autres te diront pas sur. Là, franchement, c'est pas sérieux, tu vois. Évidemment, question phare du podcast. Est-ce que tu peux me donner ta définition de charbonner? Pour toi, ça veut dire quoi aller au charbon? C'est prendre le sujet, peu importe lequel c'est. Vraiment, c'est... ce matin, il y a un sujet qui arrive, c'est pas dans ton périmètre, mais il y a personne pour le faire. Tu prends parce que c'est le meilleur truc que tu peux faire aujourd'hui pour aider la boîte à atteindre son objectif. Pour moi, c'est ça, charbonner. Clair. Clair? Clair pour moi, très clair pour moi. On termine sur de l'efficacité, de la simplicité, de la... En fait, c'est faire. De l'authenticité. Faire. Faire, je trouve que ça revient pas forcément assez, le côté faut faire. C'est pas grave si tu te trompes. Enfin, il faut juste faire. Tu peux essayer. En fait, t'as perdu quand t'arrêtes d'essayer. C'est tout. Simplement ça. Ça me va. Surtout sur tout ce qu'on vient de se dire aujourd'hui avec le besoin de mapper, faire le fameux plan dont tu nous parles depuis le début, qui, je pense, parle aussi beaucoup aux entrepreneurs. Hein, parce que au-delà des finances perso... Ah ben, quand tu veux lever des fonds, il te faut un business plan et c'est sensiblement la même chose que pour ton perso. Hein. Il y a juste beaucoup plus de lignes et tu composes quelques lignes, mais c'est la même idée. Faites un plan. Voilà, pour ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, faites un plan. Embrassez un peu ce sujet-là qui est parfois est un peu flou, celui des finances perso, parce que à la clé, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit un peu moins de stress, un peu moins d'émotions négatives et une overview plus globale sur où est-ce qu'on va et où est-ce qu'on... Tu as beaucoup parlé de liberté, je trouve que c'est un peu ça le terme. Il est un peu galvaudé parfois, on dit liberté financière à tort et à travers, mais la liberté financière, c'est la liberté d'esprit en fait. Voilà, je pense que c'est plus ça. C'est juste ça. Liberté, j'allais dire liberté émotionnelle, mais liberté d'esprit de se dire, il m'arrive quelque chose, je gère. J'ai un proche qui va pas bien, je gère. J'ai besoin de me faire plaisir, je gère sans me mettre dans le rouge. Parce qu'il n'y a rien de pire que de se dire... On te pose une question par rapport à la thune, tu sais immédiatement si ça passe pas. Tu le sais. Et du coup, t'as pas ce blocage, cette peur de dire non, machin. Non, ça passe pas, peu importe. Mais t'as déjà la réponse. Vincent, je l'ai dit, tu fais du podcast, de la vidéo, des interviews, des lives. Où est-ce qu'on te retrouve si on veut suivre un peu les aventures Moi, je suis beaucoup Twitter. Je suis pas mal LinkedIn aussi. Instagram, un peu moins. J'ai un peu de mal à l'utiliser Instagram pour être transparent. T'as dit qu'il fallait que tu fasses plus de photos, donc c'est Instagram, hein, les photos. Hein. Ouais, il faut que je fasse plus de photos, il faut que je poste un petit peu plus. Mais comme je le fais moi-même, c'est pareil, c'est une question de temps et de priorité. Eh bien écoute, merci Vincent, on invite les gens évidemment à suivre les activités Trade Republic et les activités perso, parce que tu te mets aussi en avant, tu racontes un peu les coulisses et c'est quand même assez agréable de voir une marque humanisé, avec des visages, avec des têtes, avec des gens à qui on peut parler. Tu as dit qu'on pouvait te contacter en direct sur LinkedIn, qu'il y avait beaucoup de retours. C'est assez chouette. Merci Vincent d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Merci pour l'invitation. Je suis ravi de t'avoir reçu dans ce nouvel épisode de Charbon. Merci à tous de nous avoir écoutés. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est toujours bon pour le référencement et j'enverrai le reporting à Vincent. Il sera content de voir les 5 étoiles popper partout. Merci à toi Vincent, merci à tous. Et moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Charbon.